Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir immense de se retrouver chez Orgon, donc au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour une troisième vidéo. Alors pour ceux qui prennent le train en marche, si je puis dire, nous avons inauguré il y a peu de temps une nouvelle série vidéo avec Orgon pour vous présenter tous les mois une marque de montres et des collections qui vont avec. L'origine de cette série est née d'une amitié entre les Rabilleurs et Orgon, et l'envie aussi de parler davantage de montres modernes, de montres de collection actuelles, et de vous faire des plans un peu déments, quoi. Tout en reprenant l'histoire des marques. Un peu comme Père Castor, raconte-nous l'histoire des marques de montres. Mais c'est moi, Père Castor. Merci. Pour l'histoire d'Orgon, et les premières vidéos à propos de Bulgari et Breguet, je ne peux que vous encourager, je vais vous remettre le lien dans cette vidéo, à aller prendre des connaissances par ailleurs. Nous poursuivons aujourd'hui notre escapade horlogère avec un très grand nom de l'horlogerie. Je parle bien évidemment de Chopard. Pour mieux comprendre la marque, il faut commencer par un anniversaire. En effet, en 2016, Chopard fêtait 20 ans d'existence. Alors vous allez me dire, c'est bizarre parce que ça fait un petit peu court tout ça. Oui, mais ce qui fêtait ces 20 ans d'existence, c'était la création de la manufacture Chopard. Et ça, je vais vous en parler plus à côté. En fait, cette création de manufacture, elle ne s'est pas faite comme ça. Et c'est le fruit d'une histoire assez passionnante entre, d'un côté, Louis-Ulysse Chopard, et donc une histoire vieille de plus de 150 ans, et de l'autre, une entreprise familiale, Ezea, qui en fait a mis en avant la famille Scheffel. Donc d'un côté, on a Chopard. Louis-Ulysse Chopard fonde sa manufacture, ses ateliers d'horlogerie à Sonvilliers, donc c'est quelque part en Suisse, à l'âge de 24 ans. Donc on est aux alentours des années 1860. Le but, c'est sortir quelques montres de poche, quelques horloges pour une utilisation quotidienne. Et en fait, Louis-Ulysse Chopard, il a vite compris que c'était les comptoirs qui retiraient le plus de profit finalement des paysans qui, l'hiver, venaient apporter leur doigté fabuleux, j'ai envie de dire, pour assembler des montres ou travailler sur certaines pièces, avant qu'au printemps, les courtiers réalisent l'emboîtage et aillent vendre les montres finales. Donc le Louis-Ulysse Chopard, il comprend qu'il vaut mieux travailler pour soi, c'est pour ça qu'à 24 ans, donc, il crée sa société, Louis-Ulysse Chopard, et commence à travailler sur des montres de poche, notamment les plus plates possibles. Pour se démarquer de ses concurrents, qui sont quand même nombreux à l'époque, il décide de jouer sur des montres innovantes en précision et très largement bien décorées. Alors Chopard va aller un peu prospecter sa clientèle dans l'Europe de l'Est, et on sait même que le tsar de Russie devient un client régulier de Louis-Ulysse Chopard. En janvier 1915, malheureusement, Louis-Ulysse Chopard décède, et son petit-fils, Paul-André, reprennent les rênes de l'entreprise. On est en 1937, la descendance de Chopard se dit que finalement Sonvilliers, c'est une ville sympathique, mais il n'y a pas la puissance internationale, ou en tout cas l'aura d'une ville comme Genève, donc on va bouger les ateliers Chopard de Sonvilliers à Genève, ça c'est un gros move. De l'autre côté, vous avez Ezea. Alors ça se lit E-S-Z-E-H-A, c'est un peu compliqué, ça reprend en fait les 3 premières lettres de la prononciation allemande du nom de Karl Gottif, qui est le fils de Johannes et Sophie Scheffele. Donc lui, il naît en 1877, c'est très tragique, ses parents décèdent, donc il va être orphelin très jeune, et il va rapidement se passionner, s'éprendre pour l'horlogerie, il va commencer à faire ses premières gammes dans cet univers. Donc il débute comme représentant de commerce avant de s'installer en 1904 à son compte. Donc sa société Ezea va prendre une dimension internationale et il va commencer à fabriquer des pendentifs, des bracelets, des broches en or, monter des diamants précieux, des perles rares, etc., etc. Au début des années 1910, plutôt que de livrer des boîtiers et des bracelets aux Suisses, Karl Scheffele Ier, entre guillemets, parce que c'est la première génération de Karl, vous verrez pourquoi après, il assemble des montres et puis il vend donc ces montres-là en or, en platine, en métaux précieux directement. En 1912, ce qui est assez marrant, et parce qu'on a vu une réédition il y a quelques années dans les collections Chopard LUC, il invente un clip qui permet en fait d'avoir une montre à gousset qui soit assez fine et qui puisse venir se clipper justement sur un système avec un bracelet pour faire une montre bracelet. Et on peut même le porter en collier si on en a envie, parce qu'on peut aussi avoir envie de porter un collier avec une belle montre à gousset. C'est assez ghetto à l'époque et c'est assez street cred, comme on dit à l'époque. Les années passent, le succès continue, l'entreprise fonctionne bien, et après la guerre, c'est son petit-fils qui va prendre le relais. Au début des années 60, Karl Scheffele III,
Donc voilà, vous avez vu, il y a un, il y a eu le deuxième, on n'en a pas beaucoup parlé. Et le troisième, il apprend que l'entreprise genevoise avec laquelle il travaille depuis des années, qui lui fournit des ébauches de mouvements, fournit aussi des ébauches à un autre de ses concurrents. Donc ça l'énerve profondément et il décide d'arrêter de collaborer avec lui. Et donc va se mettre en place une réflexion sur comment on peut continuer à proposer des montres au sein de ce groupe joaillier et aussi horloger, tout en ne passant pas par cette personne. Alors, très simplement, une petite annonce paraît, cherchons à acquérir une manufacture suisse d'horlogerie, c'est très simple et ça va fonctionner. Parce que malheureusement, au début des années 60, après une longue période de succès commerciaux, la santé de Chopard commence à décliner et Paul André, petit-fils de Louis Ulysse, qui commence aussi à avoir un âge avancé, se dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de vendre. La rencontre des deux hommes sonne comme providentielle et Paul-André Chopard vend la société à Karl Scheffele III et tout peut alors recommencer même pour Chopard. Donc Karl Scheffele rachète Chopard, fait renaître la marque, s'installe à Genève au sein du cercle très fermé de la haute horlogerie suisse. Dans les années 90, ce sont les enfants de Karl Scheffele III, donc Caroline et Karl Friedrich Scheffele, qui vont reprendre la direction de la société. Caroline va s'occuper des bijoux et de la haute joaillerie et Karl Friedrich Scheffele a une appétence plus forte pour les montres et donc s'occuper de la partie horlogerie. Et le petit pont avec mon introduction, c'est-à-dire le 20e anniversaire en 2016 de la manufacture Chopard, c'est parce que Karl Friedrich Scheffele fonde en 1993 la manufacture LUC, Louis Ulysse Chopard, qui va produire des mouvements d'une dinguerie assez folle. Et finalement, Chopard va prendre une place de choix parmi les titans de la haute horlogerie, alors qu'elle est toute jeune en principe. Il a aussi fait renouer la maison Chopard avec son passé manufacturier en fondant la manufacture Louis Ulysse Chopard. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la manufacture d'horlogerie Chopard, vous avez aussi la manufacture Louis Ulysse Chopard, qui sont deux manufactures, c'est-à-dire que la grande majorité, voire la quasi-totalité des pièces sont faites en interne, mais il y a vraiment du LUC d'un côté et la manufacture Chopard de l'autre. Et LUC s'est hissé en moins de 20 ans à une place et des degrés de qualité et d'innovation qui sont complètement dingues. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur une collection à la fois récente et moins récente de l'univers Chopard, qui est la collection Alpine Eagle. Alors tout de suite, pour vous mettre dans le contexte, en fait, les mouvements qui vont équiper les pièces aujourd'hui de la Alpine Eagle sont 100% manufacture, pas Louis Ulysse Chopard, mais l'autre manufacture Chopard à Fleurier qui réalise tous ces mouvements, ces composants là-bas. Donc alors, quand on a vu la naissance il y a quelques années, la renaissance plutôt du nom Alpine Eagle, on aurait pu penser que ça sortait out of the blue de la mode, des montres, de sport à bracelet intégré, etc. C'est bien évidemment faux. Parce que Chopard s'est brillamment intéressé à l'univers des montres en acier sportives dans les années 80 en présentant la Saint-Moritz. Alors la Saint-Moritz, c'est un symbole parce que c'est aussi la première montre dessinée par Karl Friedrich Scheffele alors qu'il a 24 ans. Donc vous voyez aussi le lien, hein. Karl Friedrich Scheffele monte tout ça très très tôt, il a des idées très très tôt, un peu comme Louis Ulysse Chopard en 1860. Donc 40 ans après le lancement de la Saint-Moritz, on relance la Saint-Moritz en l'appelant Alpine Eagle, sauf qu'entre-temps, il y a eu 40 ans donc d'innovation, de points de qualité supplémentaires tirés vers le haut. Et en plus de ça, la manufacture Chopard, ce qui change en vérité un peu tout. Donc, on va amener la montre sportive en acier à bracelet intégré Chopard à un niveau assez puissant. Alors, on peut se demander pourquoi on appelle cette montre Alpine Eagle. Si vous avez pratiqué un peu l'anglais à l'école, donc c'est l'aigle des Alpes. Cette montre a tout le symbole de l'aigle en termes de pointure, si je puis dire. Et surtout, vous retrouvez en fait dans le motif du cadran l'iris de l'aigle, ce qui donne d'ailleurs le charme complètement dingue de ces montres, se rapporte bien évidemment en plus du design au cadran. Des cadrans en laiton galvanisé bleu, gris et même nacre, avec justement cette espèce de motif d'iris de l'aigle complètement dingue. Un travail époustouflant de finition qu'on peut aussi retrouver sur des montres donc Louis Ulysse Chopard, LUC, dans la catégorie XPS. Je suis certain que les plus observateurs d'entre vous auront remarqué le contrepoids de l'aiguille des secondes en forme de plume. Mais ça, vous n'avez pas besoin de voir. Vous voyez tout, vous, hein, vous êtes des petits malins. Des petits malins. Alors, quels sont les éléments de charme et de design de cette Alpine Eagle? Tout d'abord, on trouve la lunette ronde avec les 8 vis regroupées 2 à 2. Alors, la lunette sur l'Alpine Eagle, c'est un peu la pièce maîtresse, où la particularité réside dans les fentes des vis
tangentes, des vis tangentes au cercle de lunettes. Des vis qui sont esthétiques, certes, mais qui garantissent l'étanchéité de la montre à 100 mètres. Les jeux de finition et de lumière du boîtier sont aussi assez dingues. Et si vous remarquez, en fait, alors j'espère que ça se verra sur la vidéo, mais l'acier a une brillance très particulière qui est liée à l'utilisation d'un nouvel alliage qu'on appelle le Lucent Steel A223 et qui, en fait, avec ses associations de poli et de satiné, offre une brillance plus forte et une solidité plus forte aussi du métal que d'autres montres en acier. Tout simplement, c'est un acier qui a bien moins d'impuretés qu'un acier classique. Voilà, juste comme ça, c'est 4 années de développement hein, pour un petit acier, hein, donc on va se détendre tout de suite. Hein. Voilà, comme je disais, on a des surfaces planes qui sont satinées, des chanfreins polis. Donc voilà, si vous ajoutez à cela ce nouvel alliage d'acier, on ne se lasse jamais de le regarder. Troisième point crucial de cette montre de sport, le bracelet intégré en acier. Donc sa force passe par de multiples chanfreins, d'un maillon unique en forme de lingot, coiffé d'un maillon central surélevé poli. La Alpine Eagle classique reçoit 2 mouvements. Alors ce qui est très sympathique sur ces 2 mouvements, qui vont correspondre, vous allez le voir, à 2 tailles, c'est que les deux, pour une montre de sport chez Chopard, reçoivent le label Contrôle officiel suisse des chronomètres, ou COSC. Donc ça c'est, on va dire, un label de précision qui fait plaisir à voir dans une montre de sport. La version 41 mm accueille le calibre 0101C, l'affichage de la date et la confortable réserve de marche de 60 heures. En 36 mm cette fois, pas de date et le calibre 0901C et toutefois une confortable réserve de marche aussi de 42 heures. De l'autre, on trouve le chronographe XL, donc le Alpine Eagle chronographe XL, qui a un mouvement tout aussi sympathique puisqu'on parle d'un mouvement de chronographe intégré, donc pas avec un module, ce qui fait qu'en fait on garde quand même si la pièce est beaucoup plus mastoc avec ses 44 mm de diamètre, on garde des proportions sympathiques. Et surtout, c'est un mouvement de chronographe qui propose la fonction retour en vol. C'est-à-dire que vous lancez le chronographe par le bouton poussoir supérieur, et quand vous appuyez sur le bouton poussoir inférieur, l'aiguille revient directement à zéro et repart. Ce qu'on appelle le flyback en anglais. Donc voilà, la montre est plus grosse avec 44 mm de diamètre et un cadran évidemment un peu plus chargé, mais ça reste tout à fait harmonieux. Alors évidemment, les petits poignets seront un peu desservis, mais on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Et quand vous regardez la montre, vous voyez qu'en fait, les 2 poussoirs, la place des 2 poussoirs sur la partie droite du cadran répondent finalement à la partie gauche et à ces petites excroissances. Du coup, ça crée une montre avec de très jolies proportions. Donc ces Alpine Eagle, elles sont disponibles dans une dizaine de finitions différentes avec de l'or et de l'acier, à la fois sur les modèles 36 mm, les modèles 41 mm pour les classiques 3 aiguilles l'Alpine Eagle, mais également sur le modèle chronographe XL. Après aussi, pour ceux qui aiment, celles qui aiment d'ailleurs, on pourra y trouver des petits diamants tout à fait sympathiques, à la fois sur le bracelet, sur la lunette et même sur le cadran pour les versions les plus serties. Mon préféré personnellement, c'est une version qui est sertie un peu rainbow avec différentes couleurs de pierres sur la lunette. Mais bon, je n'aurai jamais cette montre, bien évidemment, c'est un doux rêve d'enfant. Voilà pour ces Chopard Alpine Eagle. Que dire de plus? Un lancement qui a été très très réussi, des montres qui plaisent, des montres qui ont une identité Chopard, des montres qui ont un cœur mécanique assez exceptionnel. On peut rien envier finalement à ces Alpine Eagle. En plus, le placement prix à un peu plus de 13 000 €, je veux dire, pour la version classique 3 aiguilles, est logique, n'est pas déconnante, il faut être honnête. On apprécie beaucoup ces pièces. On a vu récemment la sortie d'une Alpine Eagle tourbillon, dont le boîtier vient en plus s'affiner parce que le mouvement qu'elle reçoit est plus fin que les mouvements que je viens d'évoquer il y a quelques minutes. Donc franchement, voilà, la collection est cohérente, la collection avance et fait son petit bout de chemin tranquillement, et ça nous plaît beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez pu saisir un peu plus l'essence de cette collection Alpine Eagle, et je vous encourage bien évidemment à venir les regarder de plus près, à venir les passer au poignet chez Orgon, au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte de la bien façon d'une aussi jolie pièce. Alors on espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et on espère vous retrouver très prochainement, puis d'ailleurs le mois prochain pour une nouvelle vidéo et passer un petit moment très très agréable ensemble, comme d'habitude. Voilà, merci.